Bonjour à tous. Monsieur le sous-préfet chargé de la politique de la ville, cher Arnaud Quignou, monsieur le sénateur, cher Alexandre, madame la conseillère régionale, chère Nathalie, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant représentant de la base aérienne, monsieur le commissaire divisionnaire, est-ce qu'il nous a rejoint ou est-ce qu'il est parti à ses occupations? Bon, il était là tout à l'heure. Mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants, ça marche plus, ça marche. Mesdames et messieurs, chers amis, nous allons y arriver. Ce matin, comme chaque 8 mai, nous nous retrouvons pour nous souvenir. Mais cette année, cette date prend un relief particulier, car aujourd'hui, nous ne commémorons pas n'importe quel anniversaire. Nous sommes rassemblés pour le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Et derrière cette date, il ne s'agit pas seulement de rappeler un fait historique ou militaire, mais bien de porter un regard sur ce que cette victoire incarne profondément dans nos consciences. Un sursaut d'humanité, un refus de l'abaissement, une promesse d'avenir. Le 8 mai 1945, ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est le retour de la paix sur un continent ravagé. C'est le moment où les peuples d'Europe, épuisés par 2 conflits mondiaux, ont compris que leur avenir ne pouvait plus être fait de confrontation, mais de coopération, de solidarité, de fraternité entre les nations. C'est la fin d'un effondrement moral, celui qu'avait représenté le nazisme, l'antisémitisme d'État, les camps d'extermination, la Shoah, la négation totale de l'humanité de l'autre. C'est aussi la fin d'un cauchemar vécu par des millions de familles, dans les villes, dans les campagnes, sur tous les continents du globe. Des familles broyées, déplacées, bombardées, affamées, endeuillées. Et ce que nous célébrons ici à Creil, dans notre ville populaire, diverse, riche de tant d'histoires, venue d'ici et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la victoire des Alliés, c'est surtout la victoire d'un idéal, celui de la liberté individuelle et collective, de la dignité humaine, de la justice sociale et économique, et du refus de l'inhumain. Cette victoire a été rendue possible par des millions d'anonymes, des femmes, des hommes, des enfants parfois qui ont résisté, qui ont caché, qui ont combattu, qui ont dit non, quand il aurait été plus facile de se taire. Et cette victoire porte aussi le nom de celles et ceux qui ont pris les armes dans l'ombre, dans les maquis, dans les gares, dans les usines, dans les campagnes, la résistance. Celle qui n'a jamais abdiqué, celle qui a cru, même dans la nuit noire de l'occupation, que la République finirait par renaître. À Creil aussi, des femmes et des hommes ont résisté. Et parmi eux, il y a une figure que je tiens à honorer aujourd'hui avec une émotion particulière. Jean Biondi. Résistant, secrétaire d'État de Léon Blum, député et maire de Creil, Jean Biondi incarne ce que la gauche républicaine a de plus noble. La fidélité aux valeurs, le courage dans l'épreuve, la fraternité en toutes circonstances. En 1940, il fut l'un des 80 parlementaires à refuser les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Un acte de grandeur et de lucidité. Député de 1936 à 1942, puis de 1945 à 1950, il fut également maire de Creil de 1935 à 1941, puis de 1945 à 1950. Proche des habitants, il portait une idée exigeante de la République. Une République concrète, vivante, ancrée dans les quartiers, qui agit pour l'éducation, la culture, la justice sociale et la dignité. Il croyait en une France qui protège, élève et rassemble. Mais qu'aurait fait Jean Biondi aujourd'hui? Face au repli identitaire, face à la tentation de la haine, face à la montée des périls,
il aurait sans aucun doute relevé la tête. Il aurait rassemblé, parlé clair, refusé les renoncements. J'ai la conviction qu'il aurait dit que la République n'est pas négociable, que la paix, la liberté, la fraternité ne sont pas des mots d'hier, mais des exigences pour aujourd'hui et demain. Et maintenant, je pose la question, pourquoi sommes-nous là, 80 ans après? Pourquoi continuer à commémorer ce 8 mai? Parce que si l'histoire ne se répète pas tout à fait, elle peut bégayer. Et parce que notre mémoire, si elle s'endort, peut devenir une porte ouverte aux dérives. La mémoire n'est pas un luxe, ce n'est pas un folklore républicain. C'est une alerte permanente, une sentinelle du présent, un vaccin contre l'oubli et l'indifférence. Et aujourd'hui, plus que jamais, les nuages s'amoncellent. La guerre est de retour en Europe, à 2 pas de nous, en Ukraine. Un peuple résiste à l'invasion de son territoire, à l'écrasement de ses libertés fondamentales. En Palestine, des civils innocents paient un prix insoutenable pour un conflit que la communauté internationale n'a su ni résoudre, ni contenir. Au Soudan, en Arménie, en République démocratique du Congo, les droits humains sont piétinés dans le silence, parfois complices des grandes puissances. Le monde se fracture. Partout, les nationalismes progressent. Les populismes gagnent du terrain. Et les régimes autoritaires, de Pékin à Moscou, d'Ankara à Téhéran, trouvent aujourd'hui des alliés jusque dans les démocraties occidentales. L'un des bouleversements les plus inquiétants de ces dernières années a été le rapprochement de l'administration Trump avec ses gouvernements autoritaires. Donald Trump, figure du populisme contemporain, n'a jamais caché son admiration pour les hommes forts, ceux qui méprisent le droit, piétinent les institutions, réduisent au silence les contre-pouvoirs. Son lien personnel avec Vladimir Poutine, y compris après l'invasion de la Crimée, puis de l'Ukraine, a profondément ébranlé l'ordre international, notamment depuis son retour à la présidence. Il a abandonné les alliés historiques des États-Unis, remis en cause les traités de désarmement, affaibli l'OTAN, nié l'existence même du multilatéralisme. Ce glissement n'est pas anodin. Il a ouvert la voie à un monde où la force prime sur le droit, où les démocraties se replient, où les discours de haine deviennent des stratégies de conquête du pouvoir. Et même au cœur de notre démocratie française, les attaques contre l'état de droit, contre les libertés publiques, contre les droits sociaux se banalisent. Quand certains politiques trouvent plus de voix en stigmatisant les étrangers qu'en parlant de justice sociale, quand on réduit le droit d'asile à peau de chagrin, quand on abandonne les services publics, je le dis, on trahit l'héritage du 8 mai. On trahit l'esprit de 1945. Et dans ce contexte, oui, la mémoire est un acte politique. Elle nous oblige, elle nous engage, elle nous rappelle que les droits ne tombent pas du ciel. Ils se conquièrent, ils se défendent inlassablement. Alors que faire? À notre place, à notre niveau. Que faire ici à Creil? Dans nos écoles, dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos conseils municipaux? Je crois que la réponse est à la fois simple et exigeante. Il faut continuer de croire et de lutter. Il faut faire vivre les valeurs de la République dans le concret, dans le quotidien, dans l'action. Cela veut dire investir dans l'éducation, accueillir les réfugiés dignement, défendre la justice sociale, lutter contre les discriminations, protéger les plus fragiles, encourager l'engagement citoyen et défendre nos services publics. Cela veut dire être cohérent entre nos discours et nos actes. Être fier d'être humaniste, oui, mais le démontrer chaque jour par notre manière de gouverner, d'écouter, de partager. Et cela veut dire, surtout, faire de la mémoire une force pour le présent. Faire de cette cérémonie un levier de conscience, un point d'ancrage. C'est cela la puissance de la mémoire. Elle ne sert pas à pleurer sur un passé révolu, elle nous aide à regarder vers l'avenir avec clarté, avec lucidité, avec espoir aussi. Et cet avenir, pour notre continent, c'est appelé Europe.
Dès le lendemain du 8 mai, le 9 mai 1950, Robert Schuman lançait un appel historique, celui de l'Union des peuples d'Europe pour rendre la guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible. C'est ce discours visionnaire et courageux qui a fondé la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis l'Union européenne. Et ce n'est pas un hasard si cette date est devenue la journée de l'Europe. Le 9 mai prolonge le 8 mai. Il en est la traduction politique. La paix n'est pas un acquis, c'est un projet, un combat, une construction patiente. Aujourd'hui encore, malgré ses imperfections, malgré les vents contraires, l'Union européenne reste le cadre dans lequel nous avons su pendant des décennies conjurer les vieux démons. Elle est un héritage de la résistance et une promesse d'avenir, un rempart contre la haine, un levier pour la justice sociale, un espace à faire vivre au service des peuples. Nous devons le défendre, l'améliorer constamment et surtout le réenchanter. Comme l'a dit Aristide Briand, le respect du passé, c'est le respect de l'humanité. Mais la fidélité au passé n'interdit jamais l'espérance. Et moi, ce matin, j'ai confiance. Confiance dans la jeunesse de Creil, qui porte déjà en elle un monde plus fraternel. Confiance dans nos associations, qui agissent chaque jour avec une abnégation admirable. Confiance dans les Creillois et les Creilloises, dans leur histoire, dans leur courage et dans leur dignité. Confiance, enfin, dans notre capacité collective à relever la tête, à rester debout, à continuer le combat pour la justice, la solidarité et la paix. Le 8 mai n'est pas un point final, c'est un trait d'union entre notre passé et notre avenir. Alors souvenons-nous, transmettons et surtout engageons-nous, car l'histoire ne se fait jamais sans nous. Merci d'être là. Vive Creil, vive la France, vive la République et vive l'Europe des peuples. Merci. Avant de passer à notre traditionnel verre de l'amitié, on m'a confié une mission importante et exceptionnelle. Et je vais demander à M. Zafirov et aux associations patriotiques qui l'accompagnent de se rapprocher à mes côtés. Puisqu'aujourd'hui, je vais avoir l'immense honneur, pour un de nos porte-drapeaux toujours fidèle au poste, de lui remettre le diplôme d'honneur de porte-drapeau décerné par l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et de Maroc de l'Ouest, en cette reconnaissance de 7 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau. Merci, M. Zafirov.